Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les trois mots de l'actu, c'est accélérateur, retrouvailles et Écorce. 3 points de suspension. Écorce. Mais parfois il faut le dire plus bas. L'accélérateur constitutionnel brandi par le gouvernement après le 49.3 et le 47.1 place à l'article 44.3. Le vote bloqué au Sénat, la gauche ne décolère pas. Retrouvailles franco-britanniques, le Premier ministre Rishi Sunak rend visite à son ami Emmanuel Macron et met sur la table 543 millions d'euros contre l'immigration illégale. Et puis la langue corse interdite dans les délibérations de l'Assemblée corse. Son usage ne respectait pas la Constitution selon le tribunal administratif de Bastia. Les vraies voix Sud Radio. En application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution, le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte. La réforme des retraites n'en finit pas de nous faire découvrir de nouveaux articles de la Constitution. Pour contrer l'opposition de la gauche, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dégaine donc le vote bloqué au Sénat. Un seul vote pour tout le reste du projet de loi et non plus amendement par amendement ni article par article. Seuls les amendements validés par le gouvernement feront partie du texte. Il y en a environ 70. La gauche est vent debout, dénonçant un sabordage du Sénat à l'image de la socialiste Laurence Rossignol. Pour que tout le monde comprenne bien le 44.3, en fait, le gouvernement a retenu 70 amendements qui sont les siens. C'est-à-dire que c'est un hold-up sur la capacité du Parlement à amender. Ces 70 amendements ne seront même pas soumis au vote et la gauche ne pourra pas s'exprimer sur ces amendements. On ne pourra même pas dire si on trouve qu'ils sont bien, pas bien ou ce qu'on en pense. Et puis tous les amendements que nous avions, nous, sont rejetés, ne seront même pas soumis au vote. Donc c'est vraiment une procédure bâillon, disons-le clairement, que le gouvernement a choisi avec la complicité de la majorité sénatoriale également. Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise, au micro de nos confrères de Public Sénat. Dans son viseur, la majorité sénatoriale, donc, c'est-à-dire LR. Pour en parler, nous sommes en ligne avec une sénatrice LR de Charente-Maritime. Bonsoir Corinne Imbert. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous répondez à la gauche quand elle parle de coup de force du gouvernement avec la complicité de la droite ? Écoutez, la gauche et l'opposition au Sénat a cherché à pousser le gouvernement à effectivement user de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et de ce vote bloqué. Où ma collègue fait une erreur, c'est que les amendements déposés sont tout de même présentés. Bien sûr, il y a un certain nombre d'amendements que le ministre a énoncés sur lesquels il y aura un avis favorable du gouvernement, mais tous les amendements déposés en lien avec les articles qui restaient à discuter sont présentés à l'heure qu'il est dans l'hémicycle au Sénat par les auteurs des amendements. Voilà, il y a une obstruction manifeste de l'opposition au Sénat, ça s'est retourné contre cette opposition. C'est-à-dire que la gauche peut toujours défendre ses amendements, mais plus rapidement et sans vote spécifique dessus, c'est ça ? Elle présente chaque amendement, chaque groupe peut présenter des amendements. Il n'y a pas de discussion, il y a juste après l'avis du rapporteur, c'est-à-dire l'avis de la commission et l'avis du gouvernement, et il y aura un seul vote à la fin de la présentation de l'ensemble des amendements, dans la limite du temps qui est imparti pour l'examen de ce texte, puisque normalement nous devons finir avant dimanche soir minuit, mais chaque amendement sera présenté. Vous savez, on a vu ce matin, pas plus tard que ce matin, des sous-amendements présentés alors qu'un amendement avait commencé à être discuté, des amendements qui étaient répétitifs, où une date était changée, où une profession était changée. Dire si ça, c'est pas de l'obstruction manifeste, je ne sais pas ce que c'est. Donc l'opposition au Sénat a joué un vilain jeu. Tout le monde avait compris qu'ils étaient opposés à cette réforme des retraites, ça se respecte, mais c'est eux qui ont bâillonné un peu les discussions, les débats, et c'est pas bien, et ça affaiblit la démocratie parlementaire et nous le regrettons tous. Philippe Bilger. Madame la sénatrice, je comprends tout à fait le souci de la majorité sénatoriale de débattre et de faire voter le projet de loi sur les retraites. On n'est pas là pour discuter en vain. Mais est-ce que on ne pourrait pas considérer que comme on n'est pas seulement comptable de son parti, est-ce qu'il aurait été concevable que la majorité sénatoriale s'oppose tout de même contre ce procédé du vote bloqué, au nom d'une forme de démocratie parlementaire ?
Écoutez, je suppose, en tant que personne très avertie, vous avez suivi les débats au Sénat ces derniers jours. Franchement, les rappels au règlement dont ont usé les différents groupes d'opposition au Sénat, pas plus tard qu'hier, vraiment étaient poussés. Il y avait des rappels au règlement du Sénat qui n'étaient pas des rappels au règlement, qui étaient des appels à manifestation. Ce qui aurait honoré l'opposition parlementaire, nous connaissions leur position vis-à-vis du texte et vis-à-vis de cette réforme, c'était de débattre sur le fond et notamment sur ce qui intervenait après l'article 7 et sans faire de la technique parlementaire, sur les sujets de la pénibilité, sur les sujets de l'usure professionnelle, sur le sujet des personnes victimes d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail. Là, il y avait des sujets parce que nous avions nous aussi des choses à dire et à mettre en avant. Et je pense qu'on aurait eu des débats. Et les débats ce matin avaient commencé de façon positive, intéressante. Preuve en est, c'est que l'amendement qui a été voté à l'unanimité des sénateurs présents et des sénatrices présentes. Donc, il y avait cette opportunité de débat. On leur a dit et redit. Mais quand vous avez les groupes d'opposition qui demandent à plusieurs membres de leur groupe de déposer un à un des amendements de suppression, chaque amendement de suppression étant présenté après des explications de vote, etc., eh bien, ça a été de l'obstruction, tout ça dans un premier temps pour amener la discussion de l'article 7 le mardi 7 mars à 7h du soir. Bon, dont acte, on avait accepté ce principe, pourquoi pas, mais après, il fallait vraiment que le Sénat puisse s'exprimer sur le fond. Nous sommes là pour discuter, mais aussi pour délibérer et pour voter sur le fond. Donc je pense que nous avons été, en tout cas la majorité au Sénat a été très très patiente, mais je crois que l'opposition a poussé le bouchon un petit peu loin, si vous me permettez cette expression familière. Merci beaucoup Corinne Imbert, sénatrice Les Républicains de Charente-Maritime. Ajoutons qu'Emmanuel Macron a pris la plume dans une lettre à l'intersyndicale. Le gouvernement reste à l'écoute, mais cette réforme des retraites s'impose, réaffirme le chef de l'État qui ne donne pas suite pour le moment aux velléités de rencontres formulées par les syndicats. Venons-en à ce sommet franco-britannique. Emmanuel Macron et Rishi Sunak ont fait étalage de leur amitié. Et oui, le Premier ministre britannique reçu en ami par le président à 2 semaines de la visite d'État du roi Charles III en France pour son premier déplacement royal à l'étranger. Emmanuel Macron salue le renouveau de la relation franco-britannique après des années de remous suite au Brexit. Souvenez-vous, Liz Truss avait même il y a quelques mois refusé de répondre à la question de savoir si le président Macron était un ami ou un ennemi. Mais bon, au-delà de ces grandes effusions désormais avec Rishi Sunak, c'était l'occasion d'ouvrir des dossiers aussi comme par exemple celui de l'immigration. Le Royaume-Uni va verser 543 millions d'euros sur 3 ans à la France pour lutter contre l'immigration illégale. Nous souhaitons aussi engager plusieurs pays d'origine, plusieurs pays impliqués dans les filières clandestines. Nous nous sommes accordés pour cela sur la nécessité d'augmenter nos capacités d'intervention et de surveillance et nous avons également décidé de renforcer un financement pluriannuel qui permettra d'engager des sommes à la hauteur du besoin actuel de part et d'autres. Et puis sur un registre plus anecdotique, Rishi Sunak et Emmanuel Macron ont aussi échangé des maillots de rugby signés par les 2 équipes nationales avant la rencontre de samedi pour le tournoi Destination. Allez les Bleus, un mot, les vraies voix sur les 543 millions pour lutter contre l'immigration entre la France et le Royaume-Uni. René Chiche. Ah bah ça on verra dans les actes si ça se fait vraiment. Mais par contre ce que je voudrais dire c'est que entre les 2 hommes, je pense que l'entente sera vraiment cordiale parce qu'ils sont quand même un peu. Non parce que c'est vrai parce qu'ils. C'est exactement. Non parce qu'ils sont un peu dans le même moule. C'est un peu la même génération, le même moule. C'est un peu dans l'esprit un peu des winners, vous voyez. Donc je pense que Macron et le nouveau Premier ministre. Passion sur certains. Virginie Calmel. Oui, on va souhaiter déjà qu'il y ait cette entente entre nos dirigeants, mais c'est vrai qu'il y a quand même on part de très loin. Hein. Oui. Bien sûr qu'avec Liz Truss, ne savait pas si la France était un ami ou un ennemi, au moins c'était clair. Oui. Oui, et puis on a cette fâcheuse tendance, les Français, à donner des leçons au monde entier, donc c'est vrai que parfois on se fait des ennemis, parfois un peu gratuitement. On était sur une île de la Manche, le Royaume-Uni, on prend direction de la Corse. L'usage de la langue corse est désormais interdite à l'Assemblée de Corse, Félix. Oui, alors bon, pas les polyphonies corses, qu'on se rassure, mais les délibérations effectivement en langue corse, elles étaient contraires à la Constitution selon le tribunal administratif de Bastia. Il annule les dites délibérations en Corse de cette assemblée. Délibération aussi du Conseil exécutif de Corse qui avait validé l'utilisation de la langue locale. Le tribunal administratif met en avant l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 58, selon qui l'usage du français s'impose dans l'exercice d'une mission de
service public. Décidément, on parle beaucoup d'articles de la Constitution en ce moment. Ça me paraît évident, mais ça va être difficile à faire accepter par certains Corses dont la particularité, c'est de vouloir être comme les autres, mais de manière différente. Virginie Calvet. Écoutez, je pense que sur ce sujet, moi, j'ai pas de commentaire à faire parce que la France passe avant les particularismes régionaux, pour moi. Ouais, je pense que c'est une affaire qui risque de se corser, à mon avis. Excellent, je faisais du Philippe David. Voilà. Merci beaucoup Félix Mathieu.